Wilhed Merchaoui est docteur en sciences économiques et chargé d'études au département des études, la prospective, des statistiques, la documentation du ministère de la Culture, dit le DEPS, donc je ne le répéterai pas intégralement pour la fois suivante. Amandine Schreiber est inspectrice générale de l'INSEE et diplômée de l'ENSA et de Sciences Po et actuelle chef du département du DEPS. Donc. Et puis Jérémy Van den Bunder est docteur en sociologie et ingénieur de recherche au DEPS. Et ils sont trois pour attaquer ce sujet complexe du revenu des artistes. Merci beaucoup Pierre-Michel, merci de l'honneur que tu nous fais de nous inviter aujourd'hui à ce colloque passionnant dans ce lieu prestigieux. Donc une intervention à 4 voix pour parler des limites, des données que l'on mobilise pour mesurer le revenu des artistes et donc des défis méthodologiques que cela pose. Alors, je vais commencer par une petite confidence. Quand je rencontre de nouvelles personnes, et par déformation professionnelle, quand j'en viens assez naturellement à leur demander ce qu'elles font dans leur vie, et qu'elles me retournent la question, que je leur réponds que je suis statisticienne, je lis souvent une forme de dépit dans leur regard. Alors quand je dis que je suis statisticienne au ministère de la Culture, la gêne se dissipe légèrement, mais toutefois, je serais beaucoup plus enthousiasmée de leur dire que je conduis une carrière artistique. Mais j'aime à penser que dans notre travail un peu laborieux quotidien de la production statistique, il y a une forme de dimension artistique. Et donc, dans cette première question, à défaut de vous en convaincre totalement, je reviendrai sur les enjeux, la définition du champ culturel, la définition des professions culturelles et des différentes sources que l'on peut mobiliser pour appréhender ce sujet. Et ensuite, je laisserai la parole à Wilhed, qui nous montrera le travail d'orfèvre qu'elle conduit pour faire parler les bases de la statistique publique pour appréhender la situation des artistes et des intermittents, puis des indépendants. Et enfin, Jérémy vous présentera les travaux qu'il mène sur les artistes-auteurs à partir de sources de données qui nous proviennent désormais de l'URSSAF. Alors, quelques mots sur les missions et les travaux du DEPS. Le DEPS est le service des études et de recherche du ministère de la Culture. Et depuis le milieu des années 90, il est également service statistique ministériel. Il appartient à ce titre au service statistique public qui est coordonné par l'INSEE et qui nous vaut ce petit logo en haut à gauche, en bas à gauche, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, l'INSEE ayant lui-même adopté un nouveau logo en septembre dernier pour mieux matérialiser cette appartenance au service statistique public qui se décline dans beaucoup de ministères, la DRES à la santé, la DARES pour le marché du travail, ou encore la DEP à l'éducation nationale. Et donc le DEP se situe à l'articulation de la statistique publique et des demandes d'études et d'évaluation des mesures des politiques publiques, puisqu'il est au sein du ministère de la Culture, au sein de son administration de tutelle, et répond aussi à des besoins de connaissances plus générales pour informer la décision publique, alimenter le débat public. Donc il a été créé en 1963, il a été piloté pendant 30 ans par Augustin Girard, qui donc a piloté le service sur ces différentes appellations administratives. Et il a vraiment contribué, dès sa naissance, à une forme de structuration de tout un pan de la discipline sociologique dédiée à la culture. Pour mémoire, les premières enquêtes menées auprès des publics des musées par Pierre Bourdieu étaient commandités par Augustin Girard et ce service. Donc les liens sont demeurés très étroits avec les milieux de la recherche, avec des collaborations ponctuelles, elles ont pris des formes structurantes diverses. Et parmi tous les sujets que nous traitons, celui de la définition et de la mesure des professions artistiques et culturelles constitue un enjeu central, un enjeu ancien. Et les programmes qui ont été lancés sur ces sujets ont donné lieu à des ouvrages devenus des références. Pierre-Michel, tu dis toi-même, tu es un des grands amis du DEPS, qui nous fait l'honneur de participer à notre conseil scientifique. Dans la salle se trouve aussi Frédéric Patureau, notre ancienne collègue et ami, qui a beaucoup œuvré aussi à la production de la connaissance sur ce sujet. Donc pardon par avance de ne pas me livrer à une bibliographie complète et de faire systématiquement référente aux articles fondateurs, mais d'évoquer la plupart de productions plutôt récentes et d'entrer dans le détail de cette production statistique. Alors comment définir le champ culturel? Le service a beaucoup participé aux coopérations internationales et européennes qui avaient pour objectif d'établir un champ commun, harmonisé, qui délimitait les frontières
de ce champ culturel à appréhender ensuite statistiquement. Alors, quels choix ont été retenus? Celui de croiser 10 domaines culturels. Vous voyez ici les bibliothèques, les archives, patrimoine, architecture, artisanat d'art, art visuel, publicité, spectacle vivant, audiovisuel et médias, et enfin livre-presse. Donc, de croiser ces 10 domaines culturels avec 6 fonctions économiques du système productif: création, production, diffusion, commerce, préservation, éducation et administration culturelle. La création est donc vraiment au cœur de la définition du champ culturel. Et c'est ce croisement entre ces domaines culturels et ces fonctions économiques qui définit l'unité des activités culturelles proprement dites. Alors, une fois que le cadre conceptuel est posé, il faut adopter une démarche assez pragmatique qui consiste à se servir de sources existantes et qui repose sur des nomenclatures statistiques d'activité, elles aussi harmonisées et partagées au niveau international et français. Donc c'est la NAS, la nomenclature des activités européennes, dans laquelle s'emboîte la NAF, la nomenclature d'activité française, qui nous permet de choisir quelle partie de la nomenclature va correspondre à ce que l'on appréhendera ensuite statistiquement comme étant le champ culturel. Alors ces nomenclatures évoluent régulièrement parce que la société elle-même évolue et que des activités nouvelles apparaissent. Bon, avec Internet, il y a un petit moment, les réseaux sociaux aujourd'hui, des nouvelles professions elles-mêmes apparaissent et donc il faut réviser régulièrement ces nomenclatures et la NAS et la NAF ont fait l'objet d'une révision récente qui entrera en vigueur au 1er janvier 2027. Alors avec des angles sur lesquels on a plutôt affiné l'observation des enjeux culturels. Pour vous donner un exemple, les plateformes d'écoute de musique en streaming, par exemple, étaient initialement classées dans le domaine informatique, puisque quand Spotify ou Deezer sont nés, ça ne relevait pas immédiatement du cœur d'activités culturelles tel que c'est le cas aujourd'hui. Et ce genre d'activités sont rebasculées dans les champs qui, aujourd'hui, nous serviront à circonscrire le champ culturel. Alors, autre défi sur l'emploi culturel et les professions culturelles. L'emploi culturel se rencontre dans 3 types de situations. Une partie de la population qui est active, qui à la fois exerce une profession culturelle dans un secteur culturel, donc c'est un danseur dans un ballet, dans une salle de spectacle, un journaliste dans un grand quotidien, donc c'est cette partie la plus foncée. Mais il y a aussi une partie de la population active qui exerce une profession culturelle en dehors du champ culturel, par exemple un designer dans l'industrie automobile, et inversement une partie de la population active qui exerce dans les secteurs culturels mais qui n'ont pas de profession culturelle. Une secrétaire, une comptable, un agent d'accueil dans un lieu culturel. Et l'observation de cette profession culturelle, avec ses différentes définitions possibles, repose elle aussi sur une nomenclature. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles qui, elle aussi, a fait l'objet d'une refonte récente avec l'amélioration sur certains points de profession culturelle et au contraire une perte de précision, puisque les gros enjeux dans ces nomenclatures-là, c'est qu'elles doivent répondre à des logiques aussi statistiques, c'est-à-dire que chaque case d'une nomenclature doit comporter des effectifs suffisants pour qu'ensuite on puisse en dire des choses qui tiennent la route d'un point de vue statistique. Alors, à côté de ça, les professionnels eux-mêmes militent beaucoup pour être reconnus à travers ces nomenclatures statistiques, puisque une partie de l'existence de groupes professionnels dépend de sa visibilité, y compris sur le plan statistique. Et donc, cette refonte de la PCS, que l'on a pilotée au sein du service, a donné lieu à beaucoup de concertations avec les professionnels et parfois de frustration de certains d'entre eux qu'on ne pouvait pas faire se retrouver dans une catégorie bien spécifique de cette nomenclature. D'autant plus que les nomenclatures ont leurs limites. Celle des activités économiques a pour objectif de classer les activités économiques en fonction de la production du produit final, alors qu'une grande part des défis de l'observation du champ culturel réside dans la façon dont ont été produits ces produits. Et typiquement, dans la NAS ou la NAF, les secteurs activités économiques, on va mélanger des artistes du verre avec l'entreprise Saint-Gobain.
Ce qui, nous, statisticiens, va nous empêcher tout à fait d'observer dans leur entièreté et dans leur complexité tous les différents métiers d'art qui peuvent être dispersés dans beaucoup de catégories de la nomenclature. Alors sur l'emploi, les autres défis qui sont bien connus, c'est l'existence de statuts professionnels spécifiques, les intermittents du spectacle, les artistes-auteurs, dont on parleront Ouidet et Jérémy, le poids exceptionnel du non-salariat, et puis ce qui a été très bien documenté dans la littérature et considéré comme inhérent aux professions culturelles en elles-mêmes, la pluriactivité. Alors, les sources que l'on mobilise, on peut revenir à un article un peu fondateur d'Alain Desrosières qui expliquait les avantages et les inconvénients des deux grandes sources différentes, les enquêtes d'une part et les données administratives d'autre part. Alors les grands avantages des enquêtes, c'est qu'on les construit vraiment en fonction de la thématique, de la problématique qu'on se pose initialement. On convient des questions qu'on va poser, des catégories qu'on va utiliser pour appréhender statistiquement le phénomène sur lequel on travaille. Les inconvénients, c'est le coût très élevé. Alors pas simplement du point de vue de celui qui mène l'enquête, mais aussi du point de vue du répondant qui va y répondre. Et ça, la statistique publique est très attachée à la charge cognitive qui incombe aux personnes que l'on va solliciter et dont dépend d'ailleurs la qualité des réponses qu'ils vont nous donner. Et puis l'autre limite des enquêtes, c'est qu'elles sont très rarement représentatives à un niveau géographique fin, c'est-à-dire qu'on se contente souvent de pouvoir les exploiter au niveau national. À l'inverse, les données administratives ont l'avantage d'avoir un coût nul. Alors nul entre guillemets, parce que ce qu'on verra par la suite, c'est que derrière des données qui préexistent à l'analyse, parce qu'elles ont été conçues pour des besoins de gestion, pour des besoins de transactions financières, des enjeux de fiscalité, elles existent, mais pour en faire vraiment des données qui servent à l'observation statistique, cela demande un travail de précision et de patience infinie. Le gros avantage qu'elles ont, c'est leur exhaustivité, puisque là, en général, elles couvrent l'ensemble des personnes concernées par cette donnée qui caractérise leur activité, et donc déclinable à des niveaux territoriaux fins. Les inconvénients, c'est que les catégories, la façon dont ces données de gestion sont conçues dépendent de leur objectif initial, du réglementaire, de la législation en vigueur. Et donc, dès qu'il y a des changements dans ce domaine, les données elles-mêmes changent de nature, ce qui pose des problèmes de comparabilité dans le temps et puis aussi entre pays. Alors, quelques éléments sur l'évolution, ce que peuvent nous dire les enquêtes. Donc là, celle qu'on mobilise initialement, l'enquête emploi, qui nous permet de montrer l'évolution sur les 25 dernières années des professions artistiques et culturelles et de leur forte augmentation, puisque c'est plus 70% entre 1995 et 2019 des professions dans leur ensemble. Et en ce qui concerne les artistes du spectacle et artistes plasticiens, une multiplication par 2 des effectifs. Et la grande richesse de ces enquêtes, c'est qu'elles nous renseignent aussi sur leurs caractéristiques sociodémographiques, leur diplôme, la composition de leur ménage, le revenu. Et donc là, on retrouve des constats bien connus aussi, d'une proportion plus élevée de diplômés, de franciliens et de personnes d'origine sociale favorisée. Sur les indépendants aussi, une forte augmentation, puisqu'en 2020, ils représentent 34% des personnes qui exercent une activité dans le secteur culturel, et en augmentation de 8 points depuis 2010, donc qui varie selon les secteurs, je n'entre pas dans les détails, et toujours grâce à cette enquête emploi produite par l'INSEE. L'enquête emploi permet aussi, avec enrichissement de données administratives, d'en savoir plus sur les différents revenus par les professionnels eux-mêmes et au sein des ménages, avec les personnes avec lesquelles ils vivent. Et l'autre chose très intéressante de ce qu'explique Desrosières, au-delà de l'utilisation dans le temps entre enquête et données administratives, c'est le continuum entre les deux et le fait d'aujourd'hui mobiliser presque systématiquement des données administratives qui viennent enrichir les données d'enquête. Et c'est le cas pour l'enquête sur les revenus sociaux et fiscaux, puisque à partir de l'enquête emploi, où on va vraiment interroger les personnes, on apparie avec les sources socio-fiscales, ce qui nous permet d'en savoir plus sur non seulement leur salaire, leurs revenus non salariés, mais aussi les revenus dits de remplacement, donc sur les indemnités de chômage, retraite et ensemble. Et donc ce que l'on voit, ce qui caractérise les professionnels de la culture, ce n'est pas tant un revenu direct d'activité en moyenne qui est légèrement seulement moins élevé que sur l'ensemble des professionnels, même si les écarts sont importants selon les professions, mais l'importance, comme on le disait précédemment, des revenus non salariés, et puis également des revenus de remplacement, soit indemnité de chômage, dans une autre mesure retraite. Donc
intérêt, c'est de mobiliser à la fois les données d'enquête, mais pour aller de façon plus précise dans les différentes professions, c'est de mobiliser aussi d'autres données issues des bases administratives, et en particulier celles qui découlent des déclarations sociales réalisées par les employeurs ou par les travailleurs indépendants. Et c'est ce dont parleront Wided et Jérémy. Donc de nombreuses données que l'on essaye de mobiliser pour gagner en précision sur les différents sujets. L'idéal étant de manipuler à la fois ces données et de les coupler avec des enquêtes soit qui préexistent, soit que l'on fait en tirant des échantillons à partir de ces données. Donc les données des organismes de gestion collective des droits d'auteur, la Maison des artistes, maintenant l'URSSAF, également des données des caisses de congés spectacles, comme celles d'audience, ou encore les données fiscales, soit sur les crédits d'impôt des entreprises, ou sur les subventions des ministères accordées par tel ou tel professionnel. Alors maintenant, je vais vous parler du salariat et de l'intermittence. En fait, pour étudier les revenus des artistes, nous exploitons la base tout salarié, qui est une base de l'INSEE. Ce sont des remontées administratives. Cette base est extraite des données sociales nominatives, les DSN. Le concept de poste et la notion de base des fichiers de diffusion du champ tout salarié. Un poste correspond au cumul des périodes d'emploi d'un salarié au sein d'un même établissement. La BTS comprend l'ensemble des postes de travail tout au long de l'année. Elle fournit des informations sur l'employeur, le salarié, la période d'emploi en elle-même. Elle fournit aussi des informations sur les rémunérations de chaque poste de travail occupé. Mais avant de parler de revenus, il convient de définir ce qu'on entend, ce qu'on considère comme artiste. Pour identifier les artistes, nous nous appuyons sur la PCS, donc la nomenclature des professions, et là, il s'agit ici de la PCS de 2003. Nous retenons la liste des professions qui figurent à droite. En 2021, d'après la base tout salarié, il y a 239 400 personnes qui ont travaillé au moins 1 heure en tant qu'artiste. Ces personnes cumulent 563 000 postes. Vous allez voir, il y a beaucoup de chiffres dans ma présentation. Donc 9 postes sur 10 sont en CDD et 97% d'entre eux sont en CDD d'usage. Rappelons aussi que les artistes, ils peuvent cumuler des activités artistiques et non artistiques. Donc ils peuvent travailler aussi en dehors du secteur de spectacle vivant et de l'audiovisuel. Si on regarde le nombre d'heures, tout poste artistique confondu, donc ce sont les données uniquement pour les postes artistiques, on constate que les artistes ont travaillé en moyenne 264 heures durant toute l'année 2021 plutôt, et 50% d'entre eux n'ont pas dépassé 49 heures sur toute l'année. En ce qui concerne le revenu annuel, 50% des artistes perçoivent un faible revenu artistique. Donc pour étudier les revenus, doit-on garder tous les artistes, quel que soit le temps qu'ils consacrent à la profession artistique et quel que soit le revenu qu'ils en tirent, ou doit-on limiter notre population? Et dans ce cas, quels critères on retient pour identifier les artistes? Une première solution consiste à retenir les personnes qui occupent un poste principal artistique. Mais dans ce cas, comment définir ce poste principal? L'INSEE définit 2 types de postes, des postes annexes et non annexes. La distinction entre les 2 postes annexes et non annexes se fait en fonction du nombre d'heures, en fonction de la durée du poste, et du rapport entre le nombre d'heures du poste et la durée, le nombre d'heures et sa durée. Ou cela dépend aussi du salaire net. Le poste principal est le poste non annexe ayant le plus fort salaire net. En cas d'absence de poste non annexe, c'est-à-dire qu'on n'a que des postes annexes, et ben dans ce cas-là, l'INSEE elle fabrique un pseudo-poste qui sera le poste principal
du salarié sans être un poste de travail en tant que tel. La PCS et le type d'emploi sont issus du poste annexe dont le salaire net est le plus fort. Mais en même temps, 86% des postes artistiques sont des postes annexes. Ils sont nombreux, les artistes sont nombreux à avoir des postes d'une courte durée et de travailler très peu d'heures pour un même employeur. La définition de l'INSEE, donc du poste principal, paraît très restrictive pour les artistes. On risque de perdre une partie des artistes qui vivent de leur activité artistique. Une autre solution est de garder ce poste principal, mais de prendre soit le poste le plus rémunérateur, soit le poste qui a le plus d'heures travaillées. Le nombre d'artistes diffère selon le critère qu'on retient. Selon ces trois critères, donc le nombre d'artistes, il varie entre... c'est pas celle-là, mais c'est pas grave. Ouais, c'est celle-là. Le nombre d'artistes, il varie entre 60 000 et 148 000 personnes. Il convient ici de noter aussi que les artistes sont nombreux à avoir plusieurs postes, 3 postes sur toute l'année en moyenne, entre postes artistiques et non artistiques. Un nombre de postes qui varie entre 1 et 129 postes. Dans ce cas, est-ce qu'il ne sera pas plus pertinent de garder plutôt la profession principale et non pas le poste principal? Comment on fait? Dans ce cas, on somme pour chaque PCS, en fait, on somme le nombre d'heures et on somme le salaire qui en découle et on définit un poste principal comme on l'a fait, une profession principale comme on l'a fait pour le poste principal, c'est-à-dire on retient soit la profession principale la plus rémunératrice, soit la profession principale où on passe beaucoup d'heures à travailler. Et là, je reviens sur celle-là. Donc, quand on retient la profession principale, on retient plus d'artistes, on a un nombre plus important d'artistes. On note par ailleurs qu'on a plus d'artistes si on retient le critère de nombre d'heures que si on retient le salaire net. Et comme vous venez de voir, donc, les contours de la population des artistes varient vraiment selon les critères d'identification retenus. À l'aide de l'exploitation de la base tout salarié, nous avons réalisé une première étude sur les revenus, mais des revenus des intermittents de spectacle, qui représentent une part importante des artistes et des techniciens qui travaillent dans le spectacle vivant et l'audiovisuel. Nous retenons les intermittents de spectacle qui sont recrutés moyennant un CDD d'usage. Je ne sais pas si vous connaissez le CDD d'usage. Voilà. C'est un CDD dérogatoire au CDD ordinaire, donc qu'on trouve dans le secteur du spectacle vivant et de l'audiovisuel, et qu'on appelle également un contrat d'extra. Ces techniciens et artistes sont des salariés des entreprises des secteurs du spectacle et de l'audiovisuel. Les intermittents de spectacle peuvent bénéficier des conditions d'ouverture à l'indemnisation chômage spécifique inscrite dans les annexes 8 et 10 du régime d'assurance chômage. Cette indemnisation spécifique leur permet d'avoir une meilleure sécurité financière malgré leur parcours d'emploi discontinu. Nous ne retenons que les salaires perçus de l'activité intermittente. On ne prend pas en compte les éventuelles indemnités de chômage, ni les salaires perçus des emplois en dehors de l'intermittence. On identifie ainsi 294 000 intermittents de spectacle qui ont travaillé au moins une heure en tant qu'artistes ou techniciens et qui ont été recrutés moyennant un CDD d'usage. Donc notre entrée pour identifier les intermittents, c'est la PCS d'un côté et aussi la nature de leur contrat. Donc on doit avoir des contrats, des CDD d'usage pour pouvoir qualifier cette personne ou cet artiste ou ce technicien d'intermittent de spectacle.
Ces intermittents totalisent 860 400 postes de travail durant toute l'année 2021. Nous avons retenu les 25% d'individus les plus actifs, soit les salariés ayant cumulé au moins 428 heures travaillées sur l'ensemble de l'année 2021. La population est ainsi constituée de 73 700 intermittents de spectacle. Les artistes représentent 27% de cette population. Les femmes représentent 37% des intermittents de spectacle retenus. Elles sont plus nombreuses parmi les artistes que parmi les techniciens. Un tiers des intermittents de spectacle, ils ont entre 30 et 39 ans. Les femmes intermittentes de spectacle sont plus jeunes. Plus de la moitié des intermittents de spectacle sont franciliens. Les femmes et les techniciens sont plus nombreux à habiter en Île-de-France. Bien que la part des femmes ait augmenté ces dernières années dans l'ensemble des professions culturelles, elle reste cependant moins présente que les hommes dans les professions du spectacle vivant et de l'audiovisuel. Dans ce secteur, la ségrégation horizontale concerne plus souvent les professions techniques, et tout particulièrement les professions du spectacle vivant. Du côté des artistes, les femmes représentent 41% des artistes de l'audiovisuel et 45% des artistes de spectacle vivant. Si on regarde les caractéristiques de l'emploi, en 2021, les intermittents et intermittentes de spectacle travaillent en moyenne 893 heures sur l'année. Comparé aux hommes, les femmes enregistrent plus d'heures travaillées chez les techniciens et un peu moins d'heures travaillées chez les artistes. La diversification du portefeuille des employeurs l'offre aux intermittents de spectacle une certaine sécurité de l'emploi, ce qui leur garantit une activité plus régulière. Les intermittents de spectacle ont besoin non seulement d'avoir plusieurs employeurs, mais aussi de fidéliser certains d'entre eux. Cette fidélisation des employeurs potentiels peut faciliter leur accès au CDD d'usage et par la suite à l'assurance chômage, et peut réduire aussi le temps qu'ils consacrent à la prospection. Les intermittents de spectacle détiennent des portefeuilles d'employeurs qui varient entre 1 et 78 employeurs sur l'année 2021, ce qui témoigne des situations très diverses sur le marché du travail. Les femmes ont des portefeuilles d'employeurs moins riches. Pour compléter le nombre d'heures nécessaires à l'ouverture de droits, les intermittents de spectacle peuvent être amenés à diversifier leur activité en exerçant plusieurs professions artistiques et techniques. Parmi les professions techniques et artistiques, bien sûr, la diversification de l'activité est plus répandue chez les artistes que chez les techniciens. Les femmes techniciennes de spectacle sont les moins concernées par cette diversification de l'activité. Si on regarde le salaire, en fait, on remarque que malgré le fait que certains artistes peuvent avoir de très hautes rémunérations, les techniciens perçoivent en moyenne une rémunération plus importante que celle des artistes. L'écart de salaire entre artistes et techniciens, il est de 12% pour le salaire horaire et de 8% pour le revenu salarial annuel en faveur des techniciens. Comme vous pouvez constater, que ce soit pour les techniciens ou pour les artistes, les femmes perçoivent une rémunération inférieure à celle de leurs homologues masculins. Cet écart est le plus important chez les techniciens que chez les artistes. Comme l'avait présenté tout à l'heure Amandine, nous avons assisté ces dernières années à une hausse du nombre d'indépendants exerçant à titre principal une profession culturelle et artistique. Cette partie met l'accent sur les non-salariés des secteurs culturels qui font partie des indépendants et qui sont affiliés à un régime de protection sociale des travailleurs indépendants, des travailleurs non salariés.
L'étude des non-salariés repose sur l'exploitation, cette fois-ci, de la base non-salariée, qui est aussi une base administrative. Elle est constituée à partir des déclarations sociales des indépendants et elle provient de deux principaux fournisseurs, la COS et la CCMSA. La BNS permet de mesurer annuellement les effectifs des non-salariés. Cette base, elle est disponible depuis 2006, fournit des informations sur l'activité des non-salariés ainsi que sur leurs caractéristiques. La BNS est complétée par des variables qui proviennent de la DSN. La DSN, on vient de le voir tout à l'heure, ce sont les déclarations qui alimentent la base de salariés. Donc, dans la base non salariée, on peut avoir aussi des informations sur l'activité salariée de certains non-salariés, de ceux qui exercent conjointement une activité salariée et une activité non salariée. La définition des non-salariés, dans ce cas, elle repose sur la nomenclature d'activité française. C'est la NAF, ce qui complique l'identification des personnes qui exercent une profession artistique en tant que non-salariés. Donc on n'arrivera pas, avec la nomenclature NAF, d'identifier les artistes quand ils exercent une profession d'artiste, mais en tant que non-salariés. D'où la difficulté méthodologique pour les non-salariés. Et une autre limite aussi de la BNS, c'est qu'elle ne couvre pas l'ensemble des non-salariés des secteurs culturels. Les artistes-auteurs, que mon collègue va vous présenter tout à l'heure, sont pour l'instant absents de la base. Et on espère les avoir très prochainement dans la base. Alors, voilà. En 2022, 258 600 personnes exercent une activité non salariée dans les secteurs culturels, soit presque 3 fois plus qu'en 2007. Donc on voit bien que le non-salariat, il augmente dans les secteurs culturels, beaucoup plus que dans l'ensemble des non-salariés, tous secteurs confondus. Donc, durant cette même période, l'emploi non salarié dans l'ensemble a augmenté beaucoup moins fortement que pour les secteurs culturels. La forte hausse du nombre des non-salariés concerne tous les secteurs culturels, en particulier le secteur de l'enseignement artistique amateur. Ce secteur se distingue aussi par la forte présence de micro-entrepreneurs, où les micro-entrepreneurs représentent 9 non-salariés sur 10 de ce secteur. Depuis sa mise en place en 2009, le statut de micro-entrepreneur attire les non-salariés de la culture dans des proportions bien plus élevées que dans l'ensemble de l'économie. Dans les secteurs culturels, le nombre de micro-entrepreneurs a été multiplié par 9 entre 2009 et 2022. Les micro-entrepreneurs représentent donc en 2022 73% des non-salariés des secteurs culturels, contre 49% parmi l'ensemble de l'économie. En ce qui concerne les caractéristiques individuelles des non-salariés, on constate dans un premier temps que la part des femmes a progressé de 15 points en 15 ans. Les femmes représentent en 2022 près de la moitié des non-salariés de la culture. La progression de la part des femmes est de seulement 10 points dans l'ensemble des secteurs d'activité entre 2007 et 2022. On note que dans le secteur de spectacle vivant, de l'audiovisuel et le multimédia, la part des femmes est restée quasi stable en 15 ans. Comparé à l'ensemble des non-salariés, tous secteurs confondus, les non-salariés de la culture se distinguent par leur plus jeune âge et par une plus forte concentration de leur activité en Île-de-France. Maintenant, si on regarde le revenu mensuel de l'activité non salariée, le revenu mensuel moyen des non-salariés de la culture, tiré de leur activité non salariée, est près de 2 fois plus faible que celui de l'ensemble des non-salariés. C'est pour beaucoup
le reflet de la part plus importante des micro-entrepreneurs parmi les non-salariés des secteurs culturels. Ces micro-entrepreneurs, en fait, ils ont un revenu non salarié très faible. Ils gagnent en moyenne 650 € sur toute l'année en tant que non salariés dans les secteurs culturels, et c'est une rémunération assez proche de celle de l'ensemble des micro-entrepreneurs. Un autre signe distinctif des secteurs culturels, c'est la part des pluriactifs. La pluriactivité ici désigne le cumul d'activités salariées et d'activités non salariées. En 2022, on n'est pas encore là, 28% des non-salariés des secteurs culturels sont pluriactifs. Cette part s'élève à 20% dans l'ensemble des non-salariés. La hausse de la part des non-salariés pluriactifs est reliée aussi à la forte hausse des nombres des micro-entrepreneurs entre 2009 et 2022. Ces micro-entrepreneurs, en fait, ils ont un revenu lié à leur activité non salariée très bas, donc ils sont plus nombreux à accumuler activité salariée et activité non salariée. Donc pour un tiers des micro-entrepreneurs dans la culture, ils sont pluriactifs. Elle est aussi une part comparable à celle constatée chez l'ensemble des micro-entrepreneurs. Et pour 86% des non-salariés pluriactifs, l'activité salariée conjointe constitue leur activité principale. Donc c'est l'activité que leur procure le plus de revenus sur toute l'année. Et le salaire issu de cette activité, donc activité salariée conjointe, représente en moyenne 81% du revenu d'activité globale pour ces non-salariés pluriactifs. Maintenant, je laisse la place à mon collègue Jérémy pour la suite. Merci. Merci Widad. Donc, pour cette dernière partie de notre exposé, nous allons donc aborder la question des revenus artistiques. Et ce qu'on entend par revenus artistiques, ce sont les revenus qui sont déclarés par les artistes-auteurs, c'est-à-dire revenus tirés de l'exploitation ou de la vente de la création d'une œuvre originale. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'a très bien présenté Amandine sur la différence entre données administratives et données d'enquête, mais simplement vous dire ici, on parle bien de données administratives, donc, et ça implique, en termes méthodologiques, des conséquences sur ce dont on va parler et ce dont on va considérer ici. Donc, en 2023, dans cette base de données concernant les artistes-auteurs, on comptait près de 350 000 individus qui avaient perçu des revenus artistiques dans l'année. Donc, justement, première erreur à ne pas faire, c'est de considérer qu'on a 350 000 artistes cette année-là qui ont dégagé un revenu, puisque, comme dit précédemment, puisque ce sont des données administratives, on considère toute personne qui a perçu un revenu à partir de 1 € de revenu perçu dans l'année. Donc, on a, parmi ces 350 000 individus, un nombre très conséquent d'individus qui n'ont reçu que des revenus très très faibles de revenus artistiques. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut en conclure que ceux qui perçoivent des revenus faibles ne sont pas des artistes au même titre que ceux qui ont reçu des revenus conséquents? Loin de là, ce n'est pas l'objet de mon propos, mais c'est simplement pour vous rappeler que dans cette population, on a un niveau très hétérogène de revenus artistiques. On peut distinguer cette population selon une nomenclature, on revient aux questions de nomenclature évoquées par Amandine, selon une nomenclature qui a été créée un peu ad hoc pour les déclarations artistes-auteurs à partir du moment où l'URSSAF a pris en charge cette question des déclarations des revenus artistes-auteurs.
Et donc cette nomenclature, elle distingue, en fait, elle a été construite à la fois par les organisations professionnelles en collaboration avec la DGCA qui a été citée précédemment et les services du DEPS d'ailleurs. Et donc cette nomenclature, elle se distingue selon la notion d'activité artistique principale. Et ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que dans cette nomenclature, on voit que deux formes d'activité artistique principale se dégagent en termes d'effectifs, c'est-à-dire les écrivains et auteurs de livres d'une part qui représentent, et les compositeurs, arrangeurs et paroliers de l'autre, qui représentent près de 41% de la population totale. Mais point méthodologique important, ce qu'il faut bien insister, c'est que cette nomenclature qui a été implémentée donc, dans le système de déclaration des revenus de l'URSSAF du Limousin, de fait, on s'est rendu compte, lorsqu'on a extrait les données pour la première fois, donc les données 2023, on s'est rendu compte que moins de 50% des déclarants avaient répondu à la question de quelle était leur activité artistique principale. Cela pour la simple et bonne raison que, en fait, lorsque vous déclarez vos revenus à l'URSSAF, en fait, ce n'est pas forcément automatiquement vous qui déclarez vos revenus artistiques, puisque une grande partie de la population concernée par des revenus artistiques, en fait, c'est l'organisme qui verse les droits d'auteur, que ce soit un organisme de gestion collective type SACEM ou SACD, ou alors une autre organisation type un éditeur. En fait, il déclare pour vous les revenus qu'il vous a versés au titre des revenus artistiques dans l'année, et charge à l'artiste-auteur de venir ensuite valider sa déclaration. Et en fait, on se rend compte, et ça rejoint ce que je vous disais précédemment sur le fait qu'on a énormément d'individus qui perçoivent des revenus artistiques très faibles dans l'année, en fait, ils ne valident pas leur déclaration, et donc celle-ci est automatiquement validée, et on a dû donc travailler avec les services de l'URSSAF pour imputer une activité artistique principale à ces individus qui n'avaient pas répondu. Et on a imputé cette activité principalement en fonction de la nature d'œuvre déclarée. Donc, entre guillemets, par exemple, quand un artiste-auteur, on se rendait compte que la nature d'œuvre qu'il avait déclarée dans l'année, c'était une composition musicale, et ben on en faisait un compositeur. Et donc ici, on voit en fait la distribution en fonction de cette nomenclature qui est très très large, hein, je vous ai dit, il y a près de 30 catégories, et on voit donc la catégorie des auteurs de livres et la catégorie des compositeurs qui est comme je vous ai dit, assez présente, mais en fait c'est dû principalement au fait que, vous le voyez, c'est la partie rouge de chaque colonne, c'est que c'est des catégories qui résultent dont une large part des effectifs, en fait, on les a rangés dans cette catégorie. Au départ, ils avaient une activité principale qui était inconnue. Voilà. Donc, je voulais également ajouter, au regard de cette nomenclature, que la notion d'artiste-auteur aussi dépasse largement le champ de ce qu'on a vu précédemment en termes d'activité artistique. C'est-à-dire qu'on a, vous voyez, il y a des auteurs de logiciels, il y a des journalistes, et ça montre que notamment la notion d'œuvre originale, de création de l'esprit, elle dépasse largement le statut seul des artistes, compositeurs, musiciens, peintres, plasticiens. Quelques éléments de sociodémographie des artistes-auteurs. Les artistes-auteurs, c'est donc, je parle bien de ces 350 000 individus. C'est une population qui est majoritairement masculine, puisque les femmes n'en représentent que 42%. C'est une population relativement âgée, c'est-à-dire relativement à la population active dans son ensemble, ce qui est logique dans la mesure où on peut continuer à percevoir des revenus artistiques longtemps après l'âge de la retraite. On revient aux notions qui ont été d'ailleurs évoquées sur le fait qu'un revenu artistique, ça peut être aussi une rente sur la création d'une œuvre originale qui a été créée il y a plusieurs années. Une population aussi centralisée, c'est-à-dire que on constate que 41% des artistes-auteurs recensés exercent leur activité en Île-de-France et 22% de l'ensemble à Paris. Ça, c'est pour simplement revenir sur la présentation en fonction de l'âge et du sexe de cette population et voir que la plus forte présence des hommes s'explique par ce que vous voyez ici, donc c'est-à-dire une part très importante d'hommes qui ont entre 40 et 50 ans.
insister aussi sur le fait que cette part des femmes, elle évolue, enfin elle change beaucoup en fonction de l'activité artistique principale. Vous montrez qu'il y a des activités artistiques qui sont très peu féminisées, notamment celle des compositeurs, arrangeurs, paroliers, qui est un effectif très important, mais qui est très très masculine, avec moins de 20% de femmes. Et à l'inverse, il y a des activités artistiques qui sont très féminisées. Alors il y a les auteurs des métiers d'art, mais il y a aussi les traducteurs, les traductrices, que ce soit dans le domaine de la traduction littéraire, mais aussi dans le domaine de l'adaptation, des audiodescripteurs, enfin voilà, la traduction pour l'audiovisuel et le cinéma. Maintenant, on peut aborder les questions de différence de revenus artistiques. Donc, si on note les indicateurs principaux de ces revenus, en insistant bien sur le fait que le revenu artistique, c'est le revenu tiré de l'exploitation, de la vente ou de la location d'une œuvre. Donc, ça concerne bien entendu les droits d'auteur perçus, qu'ils soient versés par un organisme de gestion collective ou pas, mais ça concerne aussi la vente d'œuvres. Voilà. C'est un type de revenu, c'est ça qu'il faut bien comprendre, qui est très spécifique et qui est administrativement déterminé, enfin défini. Donc ce revenu artistique annuel moyen, il est de 7 200 € dans l'ensemble de la population, et le revenu artistique médian, il est de 500 €, donc des niveaux très faibles. Et ces niveaux, ils sont très faibles. Pourquoi ? Comme je vous le disais, parce qu'une large partie de la population, une très très large partie de la population, perçoit des revenus très faibles, de l'ordre de 1 €, enfin de quelques euros. Donc si on restreint cette population des 350 000 individus, et donc à une population qui est restreinte par rapport à un montant, à un seuil, et là ce seuil il est choisi quasi arbitrairement, c'est-à-dire on choisit le seuil de 600 fois, donc d'avoir gagné dans l'année 600 fois le SMIC horaire brut. Pourquoi ce seuil ? Parce qu'en fait ce seuil c'est celui qui donne accès à des droits de sécurité sociale, notamment de la cotisation de trimestre de retraite. Et donc, voilà, pour les artistes-auteurs, c'est un peu l'équivalent de ce que Wided vous a présenté pour les heures travaillées pour les intermittents. Donc, si on retient ce seuil de 600 fois le SMIC horaire brut, on ne considère maintenant plus que 61 790 individus, donc seulement... C'est là où je vous donne une idée de l'exhaustivité de la population, c'est qu'on n'a que 17% de l'ensemble qui passe ce seuil de ces 600 fois le SMIC horaire. Et alors là, on a des revenus artistiques qui sont bien plus élevés, le revenu artistique moyen à 36 400 € et le revenu artistique médian à 18 900 €. Les revenus, ils évoluent aussi beaucoup en fonction de l'activité artistique. Alors, on a d'un côté des populations avec en fait des groupes, des catégories qui, comme je l'ai dit par ailleurs, on retrouve ici les écrivains auteurs de livres, les compositeurs, donc des populations qui ont des effectifs très forts, très importants, pardon, mais avec une large ensemble de cette population qui a des revenus assez faibles, alors qu'on a de l'autre côté des catégories avec sans doute des effectifs plus restreints, mais des distributions de revenus qui sont plus homogènes et donc des revenus moyens qui sont plus élevés. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces indicateurs de tendance centrale, la moyenne, la médiane, ils sont assez peu adapté pour décrire la distribution de ces revenus. Et donc, ce qui nous intéresse ici plus avant, et ce qui nous permet de mieux décrire la distribution des revenus, c'est cette notion de concentration. Et donc, avec ce que certains ont sans doute reconnu comme étant des courbes de Lorenz, donc qui nous montrent la distribution entre la part de la population et la part que cette population représente en termes de part du revenu total possédé, ou en tout cas gagné. Et donc on voit, c'est la courbe verte qu'il y a ici, que les revenus artistiques sont extrêmement concentrés. Donc comme je vous disais, on a une très très large partie de la population qui ne concentre qu'une très faible part du revenu total, et on a une toute petite partie de la population ici, on a à peu près les 80% des revenus qui sont concentrés dans les mains des 10% les mieux payés. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette concentration des revenus, elle change en fonction aussi
de l'activité. Et en fait, on a, ce que je vous disais auparavant, des groupes plus homogènes en termes de distribution de revenus. Ici, c'est les graphistes. Et à l'opposé, on a des groupements, des activités où les revenus sont extrêmement concentrés, même plus que dans l'ensemble. Donc, par exemple, c'est le cas des compositeurs. Ici, je voulais vous montrer encore un élément sur la concentration des revenus. Là, on a l'ensemble de la population, donc avec encore une fois des revenus très concentrés. Et là, c'est la population de ceux qui gagnent plus de 600 fois le SMIC horaire dans l'année. Et donc, on voit que là, cette fois-ci, on a en fait, entre guillemets, éliminé l'ensemble de ceux qui avaient des très très faibles revenus. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que parmi ces gens-là, il n'y a pas des gens qui ont une activité artistique établie. Et voilà, c'est simplement qu'en termes de revenus artistiques, ils ne dégagent pas beaucoup de revenus. Bon, je passe assez rapidement sur cette diapositive qui reprend en fait ce que j'ai dit précédemment. Surtout vous dire, voilà, que certains groupes ont vraiment des revenus très très concentrés, on voit, et notamment les compositeurs, arrangeurs, paroliers. Autre élément à dire sur la différence de revenus artistiques, c'est qu'on constate de fortes inégalités de revenus artistiques entre femmes et hommes. Donc avec un revenu artistique qui est moyen, qui est 1,5 fois plus élevé pour les hommes que pour les femmes. À titre de comparaison, c'était 1,3 pour l'ensemble des salariés et de 1,4 pour l'ensemble des non-salariés. Donc, les revenus artistiques entre hommes et femmes sont bien plus inégaux que d'autres types de revenus. On constate en fait principalement qu'on peut expliquer cette inégalité de revenus par le fait que les femmes accèdent sans doute moins facilement que les hommes aux revenus les plus élevés. Et à titre d'exemple, vous dire que parmi les 100 individus aux revenus artistiques les plus élevés en 2023, 80 sont des hommes et 70 de ces hommes ont plus de 40 ans. Donc voilà, ça nous laisse 20 femmes parmi les 100 artistes, les 100 auteurs, aux revenus artistiques les plus élevés. Enfin, dernier point de ma présentation sur les artistes-auteurs, indiquer que l'URSSAF, donc, ou la COS sous son autre appellation, procède à des appariements entre ce tableau, cette base de données des artistes-auteurs et d'autres bases de données qui sont à sa disposition, et donc la DSN que vous a présenté WIDED, et également toutes les informations que l'URSSAF possède déjà sur les travailleurs indépendants, les micro-entrepreneurs. Donc ça, c'est également ce que vous a présenté WIDED. Donc, on a la possibilité, dans la base de données artiste-auteur, de savoir, notamment, si cet artiste-auteur perçoit un autre revenu d'activité, salaire du public, salaire du privé, revenu d'indépendant ou revenu d'auto-entrepreneur. Et on a aussi la possibilité de connaître le montant annuel de ce revenu d'activité perçu. On a l'idée, de fait, que on ressort de ça, que 67% des artistes-auteurs perçoivent au moins un autre revenu d'activité, et que parmi ceux-là, parmi les artistes-auteurs, 45% perçoivent au moins un salaire du privé et 21% au moins un salaire du public. Donc c'est un indicateur, j'y reviendrai, mais c'est un indicateur de cette pluriactivité qu'on essaye d'approcher par nos différents points de vue. Petit point sur ceux qui, parmi les artistes-auteurs, là, ne perçoivent aucun autre revenu d'activité. Ce qu'on sait d'eux, c'est que parmi ceux-là, il y en a 42 700 qui ont plus de 65 ans. Donc, qui, a priori, on peut penser qu'ils perçoivent des pensions de retraite. Aussi, parmi ces artistes-auteurs qui ne perçoivent pas d'autres revenus d'activité, on a une part plus importante de ceux qui ont des revenus plus élevés, ce qui nous laisse à penser que plus vos revenus artistiques sont élevés, plus vous avez la possibilité de vous passer d'autres revenus. Ce qui n'est pas forcément systématiquement vrai dans la mesure où on constate aussi que des revenus artistiques très élevés peuvent appeler, entre guillemets, des revenus salariaux assez élevés également. Voilà, c'était aussi pour insister sur le fait que, pour le moment, on ne dispose pas d'informations sur d'autres types de revenus, les pensions de retraite, les minima sociaux, etc.
Pour revenir un peu sur cette question de la perception d'autres revenus, cette slide qui vous montre que la perception soit d'un salaire privé, soit d'un salaire public, en fonction de l'activité principale, eh bien, là aussi, elle change en fonction de l'activité artistique principale. On constate notamment, c'est les colonnes bleues, que certaines activités artistiques sont très concernées par la perception de salaire privé, et c'est notamment tous les auteurs qui exercent dans les domaines de l'audiovisuel et du cinéma, les réalisateurs, les scénaristes, et ainsi de suite. Et c'est là où on constate en fait que plus qu'une pluriactivité, on a sans doute un pluristatut, en fait la possibilité de cumuler des revenus différents, revenus d'auteur, revenus salariés, pour une même activité, pour un même projet. C'est notamment le cas pour les réalisateurs de cinéma qui, très souvent, ont une part de leurs revenus en tant qu'intermittents, et donc des revenus salariaux, et une part de leurs revenus en tant qu'auteur de l'œuvre de cinéma. Aussi, autre petit point qui vous montre un peu la réalité de cette population des artistes-auteurs, c'est qu'on constate ici, là, que les écrivains et auteurs de livres sont particulièrement concernés, beaucoup plus que dans d'autres activités, par la perception de salaire du public, ce qui nous laisse à penser que cette population, qui encore une fois est très très large parmi les artistes-auteurs, des écrivains auteurs de livres, en fait, c'est beaucoup d'enseignants-chercheurs qui, sans doute, perçoivent des droits d'auteur, sans doute un peu minimes, au regard de ce que rémunère l'édition scientifique, pour des manuels, pour des articles, pour des ouvrages. Et donc, voilà, on est loin de simplement, c'est aussi une manière de vous rappeler que dans cette catégorie écrivain-auteur de livres, on n'a pas que des romanciers ou des écrivains. Eh bien, en guise de conclusion, pour conclure un peu l'ensemble de notre présentation, simplement, on espère avoir montré que la mobilisation donc, de nombreuses sources permet donc de relever ce défi de l'observation des professions culturelles et artistiques, que vous avez peut-être pu vous en rendre compte, l'exploitation de chacune de ces sources représente en elle-même un défi, mais c'est bien le cumul des points de vue et des lunettes qu'on peut poser sur ce champ d'activité qui nous permet de multiplier les informations et de mieux cerner la réalité de ces formes d'emploi. On a encore, vous en doutez, beaucoup de travaux à mener, beaucoup de perspectives qu'on poursuit. Notamment, ça a été évoqué par Amandine, ça a été évoqué par Wided et par moi-même, les perspectives d'appariement, c'est-à-dire de réunir différentes sources d'informations entre elles, et donc de pouvoir avoir sur certaines populations, les intermittents, les artistes-auteurs, plus d'informations sur les autres activités exercées, le suivi aussi de cohortes, notamment comme Wided l'a présenté, en tout cas dans la continuité des travaux que Wided mène sur le suivi de cohortes d'intermittents et de suivre comment certaines populations, les travailleurs intermittents s'inscrivent dans le statut et soit y restent, soit en sortent. Et bien entendu, et je terminerai là-dessus, parallèlement à un travail quantitatif qu'on mène à l'aide des sources à notre disposition, une complémentarité qui est au sein du DEPS dès l'origine, entre travail statistique et travaux de recherche qualitatifs, qui, de fait, nous permet d'articuler les objets et la compréhension d'objets d'études aussi beaux que complexes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.